Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Et parce que ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Lisa Bloom, actuellement toutes les semaines à la Nouvelle Scène pour son spectacle Meilleure Vie. On est revenu sur ses débuts de chanteuse, comment ça l'a aidée et forgée à être sur scène, comment elle a traversé entre guillemets plusieurs crises identitaires, de la fin de son groupe Éléphant au fait d'avoir un enfant, comment le fait d'avoir travaillé sur elle lui a permis d'avoir confiance en soi. On a aussi parlé de son processus créatif, comment elle s'inspire de sa vie pour créer, et puis de son rapport amour-haine avec Instagram, le problème de la comparaison, mais aussi ce magnifique terrain de jeu autour de la créativité et toutes les rencontres et opportunités que ça a pu lui créer. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, je suis avec Lisa Bloom. Lisa est comédienne, autrice, réalisatrice. Elle est aussi chanteuse. Elle a eu un groupe où elle a sorti 2 albums avec François Vieilleville. Vieille, mais c'est presque ça. Donc le groupe Éléphant. Donc elle a fait aussi un court-métrage qui s'appelle Un volcan. Et surtout, elle est en ce moment... Il y a un spectacle aussi que tu avais fait avec Claire Assali. Sexpowerment. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, à la Nouvelle Scène Meilleure Vie. Tout à fait. Voilà. C'est très bien dit. Donc ça fait beaucoup de choses. Je crois, parce que moi, ça fait quand même plus de 10 ans que je te suis. Ouais, c'est fou, hein. Dans mes premiers souvenirs, tu te définissais comme comédienne. Et du coup, j'ai envie de savoir comment c'est arrivé dans ta vie, cette envie d'être comédienne, et est-ce que finalement la chanson c'était un accident, parce que là tu reviens à la comédie. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire du théâtre, du cinéma. Comment c'est venu ? Alors ça c'est une bonne question, un peu comme une évidence. C'est-à-dire que moi je me suis jamais demandé ce que j'allais faire de ma vie. Déjà au lycée, j'ai fait une section cinéma. J'étais déjà... J'avais envie de jouer dans des films. J'ai eu tôt envie de faire ça. Et en même temps, je crois que j'étais très timide. Enfin, il y avait un truc un peu complexe à l'intérieur de moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à vraiment assumer ce truc-là, ce désir si fort. Mais c'est vrai que du coup, déjà au lycée, tu vois, je faisais 10 heures de cinéma par semaine, en fait. Et c'était qu'au F7 au bac, donc c'était énorme. J'ai réalisé un film... on avait un oral, on devait analyser des films, on devait écrire un scénario et tout ça. Donc c'est arrivé très tôt dans ma vie, tu vois, le cinéma. Et c'est vrai que c'est vraiment une passion, quoi. Et ensuite j'ai été assez vite malheureuse parce que j'ai pris des cours de théâtre après le bac. Tu vois, après le bac, je suis allée 2 semaines à la fac et je me suis barrée tellement c'était pas pour moi. J'ai jamais vraiment aimé l'école. C'était pas un truc qui me plaisait vachement, d'être assise à une table et d'écouter, et d'écrire des trucs et tout. Enfin, si, mais aujourd'hui, je kiffe le faire chez moi pour écrire des scénarios ou des spectacles, mais c'est pas pareil. J'ai jamais aimé les notes, j'ai jamais aimé qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais, j'ai jamais supporté. Donc du coup, j'ai pris des cours de théâtre et je m'étais dit, en cours de théâtre, je vais sûrement rencontrer des gens, tu sais, cette espèce de fantasme de tu vas te créer ta compagnie, enfin, voilà. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça parce que je savais pas trop pourquoi j'étais là, en fait. J'aimais pas tellement aller sur le plateau, j'avais peur, j'étais timide, enfin, j'avais un truc de envie et douleur, tu vois. C'était assez particulier. Et très vite, en fait, j'ai rencontré François et lui, il faisait de la musique. Et moi, j'avais toujours chanté aussi, petite, je connaissais par cœur toutes les chansons d'Aznavour, enfin, tu vois, les grands classiques français. J'ai toujours chanté, voilà. Et lui, en fait, il faisait de la musique, donc très vite, ça s'est fait assez naturellement. À mon cours de théâtre, il y avait une fille, elle écrivait des textes, en fait, et elle avait écrit une chanson qui s'appelait Lisa. François l'a mise en musique.
Et moi, tout de suite, j'ai fait un clip avec, parce que j'avais fait une section cinéma, je savais, tu vois, c'était le début de YouTube, le début du 5D, on pouvait commencer à tout faire soi-même. Et j'ai dit, bah vas-y, je monte une équipe, j'écris un truc et on fait un clip, quoi. Donc on a tourné le clip Lisa, et tout de suite, il s'est passé quelque chose. On a été contacté vite par des maisons de disques, enfin voilà, puis après on a fait notre premier concert au China, enfin, et voilà, et ça a commencé comme ça, mais comment dire, en fait, d'un coup, avec François, ce qui était génial, c'est qu'on pouvait créer, enfin, moi, tu vois, je me sentais pas capable de créer un spectacle de théâtre ou un film, c'était encore beaucoup trop dur pour moi parce que j'avais pas confiance en moi du tout, en fait. Je savais pas ce que je voulais dire, tu vois, j'étais jeune et à ce moment-là, je savais que je voulais monter sur scène, mais je savais absolument pas pourquoi, en fait. C'est assez étrange, tu vois. C'est cette espèce de désir très fort, mais un peu inexplicable, quoi. Et avec Éléphant, ça a été le terrain de jeu de ma créativité. En tout cas, le début, tu vois. Parce que j'écrivais les clips, je faisais le stylisme, toute la DA, enfin tu vois, j'avais plein d'idées et tout. Et en même temps, je souffrais. Alors, il s'est passé plein de choses avec Éléphant. À la fois, la scène est devenue ma maison. Donc ça a été magique. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que on a eu des tas de concerts. On faisait des concerts tout le temps. On était tout le temps sur scène. Et moi, je me disais, mais merde, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du cinéma, tu vois. Il y avait ce truc en moi, cette espèce de frustration. J'aimais chanter, j'adorais le public, j'adorais la sensation d'être en direct avec les gens. Parce que et j'étais très à l'aise, tu vois. Je prenais énormément de plaisir à ça et en même temps, il y avait une partie de moi qui se disait, mais en fait, j'ai envie de faire du cinéma et du théâtre, quoi, depuis le début, tu vois. Et donc j'ai quand même eu une bonne grosse frustration au fond de moi, bien planquée, tu vois, parce que je continuais à me raconter que de toute façon, je savais pas trop quoi faire là-dedans. J'avais des agents, je passais des castings, mais c'était chaotique. J'étais jamais choisie. J'étais choisie pour des trucs, des petits rôles à la télé pourris. Enfin, c'était frustrant. Et Éléphant m'a permis pendant, tu vois, quelques temps, j'avais même plus à me poser la question de ce que j'allais faire sur les 6 mois. On avait des promos, on avait une tournée, on tournait des clips. Enfin, c'était génial. Et on était en studio, machin. Donc, il faut savoir qu'avec François, on était un couple. Ça, on n'en a pas trop parlé au début. On en a parlé quand on s'est séparés. Très bizarre, mais bon. En fait, c'est vrai, déjà, quand le deuxième album d'Éléphant est sorti, mon truc, ça a toujours été l'autofiction. Une de mes idoles, tu vois, c'est Sophie Calle, par exemple, qui vraiment se sert de sa vie pour en faire de l'art. En fait, avec Éléphant, du coup, quand on s'est séparés avec François et qu'on s'est dit, OK, on fait un deuxième album, ça a été le premier endroit où j'ai pu créer quelque chose en lien avec ce que j'étais en train de vivre, enfin, ce qu'on était en train de vivre, parce qu'on avait sorti un clip qui s'appelle 2014, enfin, c'est un titre de l'album qui s'appelle 2014. Et en fait, j'avais dit à François, viens, on fait un clip où ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, on se retrouve dans l'appart où on a vécu, enfin, tu vois, un truc très réel, enfin, avec beaucoup d'émotions et tout ça. Moi, je suis très émotive. Et ça a été un peu, le début du terrain de jeu pour moi de l'autofiction, de se servir de ce qu'on vit pour en faire quelque chose, de la matière artistique. Et puis voilà, le deuxième album d'Éléphant a pas hyper bien marché. Ça a été très douloureux avec la maison de disques. Enfin, moi, j'ai hyper mal vécu tout ça. En même temps, on a fait des concerts et c'était génial. Et c'est vrai que le rapport avec le public, cette relation qu'on a eue avec le public était magique. Mais voilà, à un moment, on s'est dit, on arrête Éléphant. Moi, j'ai cru que j'allais crever parce que d'un coup, je pouvais plus m'identifier à quelque chose qui avait, entre guillemets, marché dans ma vie, tu vois. Ça a pas été facile pour moi de me dire, OK, maintenant, Éléphant, c'est fini, en fait, donc qu'est-ce que tu veux faire? Il y a eu une espèce de concordance de trucs. Ma grand-mère est morte au moment où on a arrêté Éléphant. Ma grand-mère était comédienne et chanteuse. Elle avait jamais vraiment osé le faire en pro. Elle était très douée, mais elle l'a fait toute sa vie en amateur. Et je crois que quand elle est morte, elle m'a laissé un truc. Genre, je me souviens, une semaine avant de mourir, elle m'a dit
vas-y, joue des rôles, c'est pas grave, même si c'est juste pour le plaisir, amuse-toi, apprends des textes, non. Et voilà, et elle est partie, et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a laissé une espèce d'énergie incroyable. C'est vraiment très bizarre, hein, mais je l'ai ressenti très fort. Et genre quelques jours après sa mort, il y avait une audition. J'ai une copine qui me dit ouais, je vais passer une audition pour un Shakespeare. C'est au CDN de Montreuil, donc c'est une super belle salle et tout. Et je me dis bah vas-y, je pense à ma grand-mère et puis je me dis bah je vais apprendre. En fait, on pouvait apprendre ce qu'on voulait de Shakespeare. Et moi, je me souviens qu'au conservatoire, je sais pas, 7 ans avant. Au conservatoire pas national, mais j'étais dans un conservatoire d'arrondissement quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'avais appris une scène de Roméo et Juliette. Et en fait, j'ai relu Roméo et Juliette, tu vois, 8 ans après, quoi. Et j'ai tout senti d'une autre façon. J'ai compris... je ressentais tout de l'intérieur. C'était hyper fort. En fait, le fait d'avoir vécu des choses dans ma vie me permettait de sentir le rôle de Juliette, mais complètement différemment. De comprendre ce qu'elle vivait, de cette énergie de vie qu'elle a, de cette histoire d'amour avec Roméo, enfin bref. Et je me dis, ok, je passe l'audition, je choisis le rôle de Juliette. Je vais à l'audition, c'était une audition publique, donc j'avais pas fait de théâtre depuis hyper longtemps, j'avais fait que de la musique, tu vois. J'arrive sur le plateau et puis je fais la scène et en fait je m'éclate, quoi. Je m'éclate. J'avais jamais pris autant de plaisir à jouer parce que la scène était devenue ma maison grâce à Éléphant. Tu vois, moi j'avais l'impression de passer à côté de ma vie en faisant de la musique alors qu'en fait j'étais en train de me former, mais de ouf. Et quand j'ai mis le pied sur le plateau, je me suis dit mais putain, je suis trop bien ici, mais bien sûr, enfin, tu vois, ça fait des années que je fais des concerts, quoi. J'arrivais pas à voir le lien, tu vois. Et d'un coup, je le sentais, quoi. Je me disais, ok, en fait, ça a été mon école. Ma meilleure école de théâtre, ça a été de faire des concerts. Parce qu'en plus, on était en direct avec le public. Il y avait un truc où tu fais pas semblant qu'ils sont pas là. S'ils sont là, parfois t'as des couilles, t'as plus de piles dans le violoncelle. D'un coup, j'étais tu vois, Transborder à Lyon, première partie de Biolay. Il y a plus de piles dans le violoncelle. Bah, je pars en impro sur l'OL, quoi. Et sur Johan Gourcuff. Alors que bon, tu vois, j'ai jamais fait d'impro et tout, mais bref, ça a été ma meilleure école. Donc je fais cette scène et puis la metteur en scène me dit mais je comprends pas, enfin je regarde votre CV, vous avez fait que de la musique en fait. Je dis bah oui. Elle me dit ah mais c'est génial. Elle me dit mais vous pouvez me chanter un truc là. Donc je lui chante a cappella Dis quand reviendras-tu de Barbara. Et puis j'ai le rôle en fait. Donc je joue Juliette au CDN de Montreuil. C'était un projet un peu spécial, il y avait très peu de répètes, machin, mais bref, c'était génial pour moi. C'était vraiment la confirmation que, tu vois, ce truc que je me disais dans ma tête, je veux faire du théâtre, je veux faire du ciné, hein. Bah, j'ai joué ce rôle et j'ai pris un plaisir fou à le faire. Et en fait, quand ma grand-mère est morte, je crois que vraiment je me suis dit, ok, maintenant, Éléphant, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Lisa? T'as, je sais pas quel âge j'avais, 32 ans, tu vois. Je me sentais hyper vieille. Et j'avais l'impression que tout était fini, tu vois. Et en fait, voilà, la mort de ma grand-mère, la fin d'Éléphant, m'a permis de me regarder vraiment en face et de me dire, ok, tu veux faire quoi de ta vie? Il faut savoir que j'avais commencé le développement personnel et que en fait, ça m'a tout permis de travailler sur moi. Quand je dis développement personnel, j'ai commencé par une psychanalyse et puis après j'ai commencé à faire des stages et tout. Et bon bref, j'ai joué ce rôle et je me suis dit ok, en fait je veux faire ça, quoi. Ça y est, c'est bon, ça y est, je me le suis prouvé. Et du coup, bah j'ai créé avec Claire Sexpowerment, j'ai réalisé mon premier court-métrage et voilà. Donc je fais mes projets parce que moi j'avais toujours eu ce truc aussi où j'avais l'impression que en tant que comédienne, il fallait être désirée par des metteurs en scène, des cinéastes, enfin tu vois. J'ai toujours eu un peu ce truc de mais personne m'appelle pour me proposer des rôles. Et en fait, du coup, ce que j'ai compris, c'est que la vie me disait mais si tu fais pas tes trucs, tu vas passer à côté. Donc prends ton ordi, écris. J'avais du mal à me dire que ça pouvait être intéressant, tu vois, ce que je pouvais dire. Donc en gros, voilà. Waouh.
C'est bien, j'ai une réponse bien complète. Du coup, j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Je sais pas par quoi commencer. Tu dis quand même, ça a toujours été là, le théâtre, le cinéma, et puis après, pouf, comme ça, tu dis bon, bah ma grand-mère, en fait, c'est ce qu'elle faisait, en amateur. Et donc du coup, finalement, t'as été peut-être beaucoup influencée par ta culture familiale. Peut-être aussi qu'il y a eu des œuvres qui t'ont marqué quand t'étais plus jeune. Pas vraiment. Enfin, je voyais effectivement ma grand-mère jouer dans des spectacles et ça me donnait hyper envie. C'est vrai que dans ma famille, enfin, la culture a toujours été hyper importante. Mais je crois que c'était vraiment un truc entre moi et moi. C'est-à-dire que par exemple la musique, tu vois, c'était moi qui demandais à écouter tel chanteur, tel truc. Enfin, je crois en fait, avec beaucoup de recul, que malgré tout, même si dans ma famille on s'est toujours beaucoup parlé et j'ai toujours pu m'exprimer, je crois quand même qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas dites et que j'ai eu besoin de prendre la parole pour dire. Donc c'est d'abord passé par la sexualité avec Sexpowerment, parce que c'est un spectacle qui parlait uniquement de sexualité. Et la raison pour laquelle on a créé ce spectacle, c'est que en fait j'ai énormément manqué de mots au sujet de la sexualité dans ma vie, et je me suis dit ok, bah c'est pas trop tard, je vais prendre la parole. Donc en fait, je crois qu'il y a un truc avec le fait de dire, tu vois, en lien avec mon hypersensibilité sans doute. C'est-à-dire que il fallait que je parle. L'énorme étape pour moi aujourd'hui, c'est d'être passée de 2 à 1 et à monter seule sur scène, tu vois. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai toujours été 2 sur scène pour l'instant. Ça me parle beaucoup. J'ai envie de rebondir sur le courage que c'est aussi de se montrer, je pense que tu parlais de confiance en toi, que tu savais pas à l'époque quoi raconter, que tu avais peur que ça intéresse pas. Il y a un côté aussi, alors je sais pas toi, mais soutien de l'entourage aussi, parce que c'est vrai que des fois quand on a envie de créer, on peut se mettre des freins, on peut avoir des fausses croyances. Bah, j'en parle dans le spectacle, des pensées de merde. Laisse tomber, quoi. Enfin, je me suis pourri la vie, en fait, pendant des années, à me raconter que j'étais pas intéressante, que j'avais rien à dire et que c'était trop tard. C'est fou. Mais ça, c'est des trucs que je me disais moi-même dans ma tête, tu vois. Il y a pas quelqu'un au-dessus de moi qui m'a dit, alors toi, t'as rien à dire, et puis, non, c'est moi qui me suis créé ça. Et ça demande un courage, effectivement, immense malgré toutes ces pensées de merde que je me suis racontées, d'y aller, quoi. De le faire. Laisse tomber, heureusement que j'ai une psy, que je vois 1 fois par semaine, et chez qui parfois je pleure, parce que, en fait, vraiment, je me sentais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. Et si j'avais pas travaillé sur moi, si j'avais pas pris du recul, si j'avais pas fait des stages de développement personnel, si j'avais pas, tu vois, j'aurais pas pu le faire. Franchement, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas de recul sur moi et je me racontais de la merde sur moi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot de tes stages, enfin si t'as envie d'en parler? Ouais, bah c'est un long chemin. C'est-à-dire que ça a commencé donc par une psychanalyse et puis ensuite j'ai fait un stage qui s'appelle Au-delà de l'ego, organisé par Éric Leroy, qui est un coach, voilà. Et en fait, j'ai fait tous les stages d'Éric avec Delphine, sa femme. Ils ont une maison en Ardèche et ils organisent des stages dans leur maison. Un stage sur l'amour, un stage sur la mort. Enfin voilà, j'ai fait plein de stages avec eux. Et puis j'ai rencontré un chaman avec qui j'ai fait tout un travail de nettoyage énergétique. J'ai fait des cérémonies chamaniques. Et puis les pensées de merde, en fait, c'est un concept qui a été créé par une coach qui s'appelle Eden R. Et ça fait seulement 1 an que je la suis et qu'elle me laisse tomber, comme ça m'aide. C'est-à-dire que elle nous apprend à déchirer nos pensées de merde et à créer la vie qu'on a envie d'avoir, quoi. En arrêtant de se raconter qu'on est une merde. C'est un gros programme, mais voilà, en gros, j'ai fait tout ça et je m'arrête jamais de m'intéresser à ça, au ciel. Enfin voilà, je suis très. J'avoue que ça me nourrit énormément, la spiritualité.
Pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, je crois que mon truc aussi, donc c'est dire, et puis c'est en lien avec l'intime. C'est vrai que c'est vraiment mon fil conducteur, tu vois, dans ce que je crée. J'ai un besoin viscéral de parler d'intime et de m'intéresser à ça, à ce qu'on dit pas en général, parce que ça se dit pas, parce que dans la société il y a des trucs qu'on dit puis il y a des trucs qu'on dit pas, en tout cas en société. Et je crois que ça m'intéresse vachement d'essayer de raconter des choses de l'intime, quoi. Ok, ouais, je te demandais pour le développement personnel et tout, parce que moi, pour la petite histoire, et je m'en cache pas, j'ai fait des crises d'angoisse pendant plus de 10 ans. Ouais. Et enfin, c'est fini. Génial, bravo. Donc, je suis très contente. Et ouais, moi, j'ai eu un long chemin aussi, psy, acupuncture, hypnose. Et c'est vrai que je trouve qu'on sait pas assez que, en fait, il paraît 90% de nos comportements qui sont liés à l'inconscient. Ouais, bien sûr. À toutes ces, justement, fausses croyances et tout. Carrément. Ouais, j'ai fait un énorme travail aussi avec une thérapeute qui travaille sur l'inconscient avec des cartes, et elle s'appelle Estelle Vincent, et c'est magique. Enfin, c'est génial. Oui, il y a tout ce qu'on voit pas, il y a tout ce qu'on ne maîtrise pas, il y a tout, enfin voilà, il y a tout l'invisible, ouais. Ouais, tout ce qu'on n'a pas conscience, et que justement, faut mettre en conscience. Ouais. Meilleure vie, en fait, tu parlais de l'école. Moi, j'ai un peu envie de dire que finalement, meilleure vie, c'est un peu le condensé un manuel de vie de ce qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on devrait apprendre. Ah, trop cool, merci. Ça me touche. Alors, déjà, moi, j'ai un problème avec les étiquettes dans la société. Toi, finalement, t'as fait très vite du cinéma et tout ça. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a fait, comme tout le monde, genre fait S parce que c'est la grande voie et tout. Moi, je regrette pas parce que ça m'a permis de faire de l'informatique, et puis petit à petit d'arriver par manière détournée à des trucs beaucoup plus créatifs. Mais il y a ce truc où déjà, à 18 ans, on te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Non, mais ça, c'est terrible. Je continue, moi, à me battre avec moi-même pour arrêter de me dire que je dois rentrer dans des cases, parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas rentrer dans les cases. Et il y a pas longtemps, Eden, la coach dont je parlais tout à l'heure, m'a dit « Mais arrête de vouloir rentrer dans des cases, en fait. C'est justement ta force. » Mais bien sûr qu'on cherche à rentrer dans des cases, parce que tout est fait comme ça. Enfin, tu vois, quand je faisais de la musique, on m'interviewait, on me disait « Alors, je vois que vous avez été comédienne, vous avez arrêté. » Enfin, tu vois, comme si on pouvait pas tout faire. Enfin, c'est l'horreur, quoi. C'est comme mon spectacle, tu vois. Avant de le jouer, je me disais « Mais merde, mais enfin, c'est quoi ce spectacle ?» Parce que tu vois, j'ai vraiment écrit le truc qui m'est venu. Et à la fois c'est drôle, à la fois c'est pas que drôle. Et je me dis « Mais je ressemble à qui ?» Tu sais, quand on te pose des questions, on te dit « Mais ça ressemble un peu à quoi ?» Tu vois, ça ressemble à qui ? Tu vois, ce truc-là. Bah, c'est accepter de pas savoir, en fait. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire « Ah, ça me fait penser à machin, ça me fait penser à truc », mais je sais pas du tout à quelle famille j'appartiens, en fait. Je sais qu'il y a des gens que j'aime, que j'admire, tu vois, dans l'art, mais c'est pas du tout forcément des gens qui font ce que je fais. En même temps, t'as le droit de te ressembler à toi-même. Ouais, mais je pense que t'es d'accord avec moi. Il y a un truc où on cherche toujours à vouloir ressembler ou faire partie de cette famille ou faire partie de ce truc. C'est pareil. Enfin, moi, je me bats aussi avec ce truc. Il faut choisir et tout. Et ben non, pourquoi choisir ? Pourquoi on n'a pas le droit d'être tout, quoi. Ouais. Bah du coup, ouais, pour parler un peu plus du spectacle. Déjà, j'ai adoré parce que tu fais des citations de livres qui sont extrêmement fortes, dont une d'Emmanuel Carrère sur... Ouais, la peur de l'engagement. Ouais. Bah, je t'avoue qu'en fait, dans ce spectacle, donc comme je te disais, j'ai pas pu faire autrement que d'y mettre tout ce que j'avais envie d'y mettre, c'est-à-dire sans me dire merde, mais ça ressemble pas à du one man show, du truc, du machin, je sais pas, du théâtre, Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de partager aussi des morceaux de livres qui m'accompagnent, qui ont changé ma vie, parce qu'il y a des livres qui changent la vie, vraiment. Et oui, effectivement, cette citation d'Emmanuel Carrère sur la peur de l'engagement, quand je l'ai lu, ma vie a changé, tu vois. Bon, je te prends un peu à froid, mais j'ai envie de te demander quand même, et tu peux refuser, est-ce que tu ne nous citerais pas cette citation d'Emmanuel Carrère ? Si, carrément. Cette peur de l'engagement dont souffrent beaucoup les hommes, dont beaucoup de femmes se plaignent, cette peur, en fait, repose sur une appréhension lucide et même sage de la réalité, la conscience de l'impermanence des choses et des sentiments,
de notre inaptitude à les maîtriser, du risque de n'être plus demain celui que nous sommes aujourd'hui. Et cela vaut aussi évidemment pour l'autre. Mais cette lucidité, cette sagesse sont paralysantes. Si on les écoutait, on ne ferait rien, ni projet, ni enfant. Pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose, il faut consentir à ne pas anticiper, à ne pas calculer, à ne pas redouter de souffrir et de faire souffrir, courir le risque qu'aujourd'hui soit trahi par demain, se jeter à l'eau et nager. Merci beaucoup pour ce cadeau. Ça m'a émue, ça m'a pris au trip ton spectacle parce que je me suis retrouvée 1000 fois. Moi aussi, je suis très sensible et je pense que, comme beaucoup, j'ai envie de parler de ça parce que tu parles dans ton spectacle en tant que femme, on s'imagine le prince charmant qui va arriver et qui va nous sauver. Et c'est vrai qu'on a été tous bercés par des Disney. Et j'ai entendu un podcast génial dont j'ai pas les refs, mais je mettrai en description et je t'enverrai sur La Petite Sirène. Il y a 3 épisodes. C'est en anglais et en fait ils se disent c'est quoi le problème avec La Petite Sirène parce que il y a plein de trucs qui sont incohérents. Au départ, tu vois, quand tu demandes aux petites filles, on s'identifie vachement à Ariel, elle est badass, elle veut partir sur le sable, le machin et tout. Et puis d'un coup, c'est vrai que en fait, on s'identifie jamais à Ariel qui a des jambes. Parce que, en fait, d'un coup, c'est vrai qu'elle devient neuneu. Son obsession, c'est juste d'embrasser le prince, tu vois. Bref, donc petite discrétion, mais c'est parce que moi, ça m'a vraiment... je me suis dit, mais oui, c'est quoi ce truc où d'un coup, elle devient neuneu, elle perd sa voix. Tu vois, tu parles de l'importance de s'exprimer. Et c'est exactement ça. Moi, évidemment, j'ai aussi des histoires d'amour où t'as l'impression de crever. Tu parles de ton séjour à Rome et tu dis, on est toujours omnibulé par ce qui ne va pas ou par la frustration. C'est comme t'étais sur scène avec Éléphant, mais en fait, il y avait déjà un millier de choses qui se passaient, qui préparaient à la suite. Et où, du coup, c'est pareil, t'étais en séjour à Rome avec ce mec, et puis, en fait, il se passait plein d'autres choses à côté, mais que tu voyais pas. Ouais, j'avoue que la place des histoires d'amour et des hommes dans ma vie, ça a vachement bougé mais en fait, le truc, c'est que, en fait, j'ai énormément souffert en amour jusqu'à ce que je tombe amoureuse de moi, quoi. Ça peut paraître cliché et vraiment ce genre de phrase, c'était la base de ma vie, tu vois. J'y mettais tout, ça prenait toute la place en fait. Et en attendant, moi, ce que je pouvais avoir envie de créer, ça n'existait pas parce que je laissais, l'amour et les histoires d'amour dans ma vie, c'était genre la base, c'était le truc le plus important. Et je suis d'accord que c'est hyper important, mais ça prenait beaucoup trop de place, c'était complètement démesuré et surtout. En fait, comme je ne me donnais pas de valeur, le seul truc qui était important, c'était la relation, tu vois. Donc voilà. Mais ça, si j'avais pas bossé sur moi, et je continue, hein. Enfin, ça s'arrête jamais. Enfin, c'est pas parce que j'ai fait des stages et tout que ça y est, j'ai tout compris. Hein. C'est vraiment, j'ai compris qu'en fait, la vie, c'était une expérience, que c'était un voyage et qu'on était là pour comprendre des trucs toute notre vie, quoi. Que ça allait pas s'arrêter. Après 3 ans de psychanalyse. Ouais, c'est clair, on aimerait bien. Ouais, mais en fait, non, on se ferait super chier. Et puis, on est là pour vivre des choses, pour faire, et pour se tromper, et en fait, comme je dis dans le spectacle, en fait, on se trompe pas, on vit, quoi, on fait des expériences et on est là pour ça, en fait. Donc, ça peut aussi inclure de croire qu'on se plante ou qu'on rate, alors qu'en fait, on rate pas, on apprend, quoi. Et souvent d'ailleurs, en amour, si on arrive à changer la caméra de place et à se rendre compte qu'en fait, on a vécu cette histoire pour mieux se rencontrer soi-même, en fait, pour mieux mettre des limites, pour tu vois, parce que c'est parce qu'on est en relation avec l'autre qu'on peut évoluer aussi. Si on est seul, on peut. C'est bien d'être seul, c'est pas la question, mais c'est avec l'autre qu'on évolue le plus à l'intérieur de soi, quoi. Parce que l'autre est un miroir et tout est multiplié par 1000 quand on... Enfin, en fait, l'autre me met face à moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que les relations sont vraiment hyper
constructive. Ouais, parce que souvent, on choisit pas les personnes à qui on est par hasard. Ouais. Il y a des schémas qui se rejouent. Ouais, exactement. Et du coup, quand ça fait 5 fois qu'on a une histoire qui se termine vraiment pas bien, on peut se demander aussi qu'est-ce que à l'intérieur de nous on n'a pas vu, on n'a pas autorisé, on sait pas offert, parce que en fait, à partir du moment où tu commences à avoir beaucoup de douceur envers toi-même, parce que j'allais dire d'amour, mais en fait c'est tellement abstrait que c'est de douceur, de bienveillance. Tu peux plus rencontrer quelqu'un qui va te faire sentir une merde. C'est pas possible, parce que si toi tu commences à te dire que tu vaux quelque chose, parce que de toute façon t'es humain, donc tu vaux forcément quelque chose, ben tu peux pas laisser quelqu'un te rendre la vie merdique. Tu te casses, quoi. C'est pas facile, je sais. Hein. Bah, c'est qu'à la fin, notre valeur et le besoin de se faire respecter est plus fort que celui d'être en relation. Oui, et puis du coup, il y a aussi ce truc de fusion. En fait, à partir du moment où tu prends soin de toi et où tu te dis que tu vaux quelque chose et que tu te souhaites le meilleur pour toi-même, l'autre, d'un coup, il est à sa place. C'est-à-dire, on n'est pas un, on est deux. Et on peut s'accompagner, mais l'autre a le droit d'être qui il a envie d'être, de faire ce qu'il a envie de faire, et après c'est vraiment dans le couple, c'est se mettre d'accord en fait et s'exprimer surtout, parce que moi j'ai l'impression que le truc qui fait que les relations sont complexes souvent, c'est qu'on se parle pas, quoi. C'est que les gens se parlent pas, enfin, et le silence et de pas dire les choses et de garder pour soi, après ça sclérose tout et c'est là que ça part en couille, quoi. Mais ça passe par se rencontrer soi-même. Parce que parfois, c'est pas possible de parler, de parler à l'autre si on sait déjà pas soi-même ce qu'on ressent. Ouais, il y a un gros travail déjà sur, comme tu disais, revenir au corps, retrouver ses émotions, savoir ce qu'on ressent. Juste dire, ok, là, je ressens ça, machin. Enfin, déjà rien que ça, quoi. Bah, du coup, ouais, tu parles de dire les choses. En fait, c'est un pont tout tracé pour parler un peu des réseaux sociaux et d'Instagram, parce que moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué ces dernières années, où d'un coup, il y a ce truc où t'étais là, genre, j'en ai marre, ça suffit, la vie parfaite là qu'on monte sur les réseaux. Moi, j'ai envie de montrer aussi la vraie vie, la vie authentique. Et du coup, il y avait un espèce de vent de fraîcheur, déculpabilisateur, et ça faisait beaucoup de bien. Et t'en parles aussi dans ton spectacle de comment, à la fois, c'est un outil formidable parce qu'on est en lien et voilà, on serait pas ensemble aujourd'hui si on n'avait pas parlé sur Instagram. Mais en même temps, c'est un vortex qui nous absorbe d'un coup avec les algorithmes, et puis d'un coup tu te sens, comme tu dis, plus mal parce qu'on a tendance à se comparer. Ouais, moi c'est vrai que, enfin, ce que je dis dans le spectacle, un truc qui me pourrit la vie, c'est la comparaison, et c'est vrai que Instagram, pour ça, c'est horrible, quoi, parce que tu vas voir les pages des autres et t'as l'impression que ils vivent une vie parfaite, alors qu'en fait tu vois pas tout de leur vie, tu vois juste ce qu'il y a de plus montrable. Et c'est vrai que moi ça c'est vraiment très compliqué pour moi. Je suis en quête de plus de douceur dans ma vie, donc ça va de mieux en mieux, et puis surtout plus tu fais des trucs pour toi et moins tu vas voir ce que font les autres, ou alors moins ça te fait du mal, parce que en fait à partir du moment où je crée, et je suis en mouvement. En fait, le problème avec Instagram, c'est si on passe des heures comme ça dans son canapé à regarder ce que font les autres et à avoir l'impression de pas savoir quoi faire de soi. Enfin, mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de dire, va marcher. Enfin, mets des baskets et va marcher, quoi. Je sais pas si Instagram, oui, ça peut inspirer, mais jusqu'à quel point il y a quand même un truc, en lien avec le corps, quoi, qui est nécessaire pour la création. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça peut un peu me shooter, quoi, dans le sens me rendre amorphe, quoi, de traîner sur Instagram. Ouais, parce qu'il y a un côté, comme tu dis, on est passif. Ouais, c'est ça. Et en même temps, on se reçoit une vague de vie rêvée, effectivement, des autres et tout. Et du coup,
ça pousse pas à l'action en fait. Ça dépend, je pense que ça peut aussi donner envie, voilà, de faire des choses. Vraiment, c'est hyper complexe les réseaux sociaux parce que il y a vraiment des côtés très positifs et puis il y a aussi des côtés. Ça dépend aussi de là où t'en es dans ta vie. Enfin, ça dépend de plein de choses, quoi. Mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, je sais que je fais attention de pas y aller trop, de pas trop me perdre là-dedans. Et comment t'arrives à trouver le juste milieu, justement, pour y être, mais pas trop? Bah, depuis que j'ai un enfant, c'est pas mal parce que du coup, j'ai moins le temps d'y aller. En fait, c'est le jour où tu te dis, ok, en fait, là, je sens que ça me fait pas du bien. J'ai besoin de faire un truc. J'ai besoin de changer quelque chose, en fait, tu vois, dans comment je fonctionne. Et en fait, mais du coup, c'est très difficile, je trouve. C'est vraiment un truc de, ok, je m'engage avec moi-même à aller moins sur Instagram. Y a pas quelqu'un qui va venir te dire non, tu vois, t'as plus 8 ans ou 12 ans et genre tes parents ils vont te dire non, t'as pas le droit ou t'as le droit d'y aller que de telle heure à telle heure. Il y a des applis qui existent pour te bloquer l'accès. Hein. Ouais. J'ai jamais fait, mais... Est-ce que je peux te demander, on va faire une pause ouverture de porte. Ouais, je vais ouvrir la porte au chat. Parce qu'en fait, elle a son eau. Merci. Du coup, tu disais qu'il y avait des aspects positifs. Et d'ailleurs, je me demande si le clip de Lisa dont tu parlais, avec lequel tout a un peu commencé au point de vue de la musique, si c'était pas sur MySpace aussi que ça s'est un peu enflammé. Ouais, si, carrément, parce qu'on avait mis le clip sur YouTube et je me souviens à l'époque, c'était hallucinant d'ailleurs parce que c'était pas du tout une maison de disques, enfin ça nous paraissait hyper stylé et pas du tout, voilà. Mais Kitsune nous avait contactés parce qu'ils avaient vu notre clip sur YouTube, tu vois, le truc improbable, quoi. Kitsune, c'était vraiment un label électro et tout, on faisait de la pop en français, enfin on a finalement pas signé avec eux, mais oui, bien sûr que YouTube, évidemment, mais on sait, enfin, je veux dire, c'est génial. Et par rapport même, on voit bien depuis quelque temps, le développement personnel sur les réseaux est en train de trouver sa place et c'est magnifique, quoi, de pouvoir suivre des coachs, des gens qui font de la méditation, machin, qui te guident et c'est offert et enfin c'est trop bien. Et puis les nanas qui sont astrologues et qui te lisent le ciel le dimanche soir, enfin c'est trop bien. Il y a un côté vraiment génial, donc. Là-dedans, c'est trouver voilà l'équilibre, le juste milieu, ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Moi, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, depuis quelque temps, j'arrête de suivre les gens qui enfin tu vois, avec qui je sens que ça me déprime parce que d'un coup je me compare, je me trouve nulle. Bon bah arrête d'aller voir cette page en fait. Pour l'instant c'est ça. Peut-être que bientôt ce sera autre chose et je pourrais y retourner parce que j'aurai encore plus d'estime pour moi-même et il y aura plus de problème. Mais pour l'instant c'est fragile et donc ne suis pas les gens qui te font pas du bien, quoi. C'est un peu la base. C'est comme en amour ou partout. T'as pas envie de traîner avec des gens qui te font pas du bien. En fait sur Instagram c'est pareil. C'est un peu comme traîner avec des gens. Ouais, mais j'ai juste envie de rajouter, parce que tu parlais de développement personnel qui fleurit et c'est génial, mais de ce truc aussi de revenir à l'autonomie, que parfois on a besoin de se faire accompagner, qu'il n'y a pas de recette magique tu parlais de boussole intérieure aussi dans ton spectacle. C'est sûr que si tu commences à suivre tous les comptes en te disant que sans ça tu t'es perdu, oui, effectivement c'est problématique. Et de toute façon, oui, le développement personnel c'est un truc dans lequel on peut aussi tomber en mode ok, je vais tout faire, je vais faire tous les stages, tous les machins. C'est pas magique, c'est pas miracle. Enfin, il y a vraiment un truc d'engagement avec soi-même et parfois ça passe par ne rien lire, ne rien écouter, se foutre la paix, arrêter de vouloir à tout prix comme je dis être une bonne personne. Donc c'est vraiment un équilibre. J'ai l'impression que la vie c'est vraiment ça, c'est un espèce d'équilibre entre plein de trucs et de pas tomber dans des extrêmes. Et du coup, tu disais qu'il y avait des trucs, donc il y a ça de positif sur Instagram, mais en tant que, on va dire, consommatrice, avec des gros guillemets. Mais du coup, toi, en tant que... Enfin, même avec Éléphant, je crois que c'est toi qui animais le compte. Là, du coup, t'as ton compte personnel. Et tu fais d'ailleurs des super... là, pour la promo du spectacle, moi, j'adore parce que
en fait, on découvre petit à petit des trucs où il y a cette affiche quand même hyper énigmatique de toi en train de manger des pâtes sur la plage. On sait là, what the fuck. En plus, c'est génial parce que tu nous offres un peu le making of du truc, les différentes versions de l'affiche. Et du coup, dans le spectacle, on sait pourquoi. Donc ça, j'ai adoré le clin d'œil. Et puis, c'est pareil, t'as des petites vidéos. Je pense que, entre guillemets, comme tu documentes ta vie, parce que tu dois faire aussi pas mal de petites photos, vidéos et tout, comme je fais aussi beaucoup. Du coup, t'as des instants ou des images ou des images de toi quand t'étais petite, et du coup, tu peux mettre ça en lien avec le spectacle, et du coup, il y a des petites pépites qu'on retrouve. Donc, comment tu t'en sers, qu'est-ce que tu communiques, qu'est-ce que Instagram t'apporte, aussi bien en termes de promotion, comment t'imagines ta promotion, et peut-être commencer par ça. Franchement, moi, Instagram m'a permis de me révéler, en fait, dans le sens juste en tant qu'humaine, de pouvoir m'exprimer. À un moment dans ma vie, au moment d'ailleurs où je suis partie à Rome pour rejoindre ce mec, au moment où j'ai commencé à créer Sexpowerment et tout, j'ai eu besoin d'écrire. Ça faisait longtemps que j'écrivais pour moi dans, les pages du matin, là. Et à un moment, je me suis dit, mais vas-y, écris sur Instagram. Mais c'était pas du tout prémédité. Enfin, c'est juste un jour, j'ai eu envie d'écrire et j'ai posté. Et je me suis rendu compte que je pouvais dire des trucs qui pouvaient intéresser des gens. Tu vois, ça peut te paraître fou que je te dise ça, mais vraiment, c'est-à-dire que je voyais pas en quoi ce que j'avais à dire pouvait intéresser les gens. Et en fait, c'était comme un outil, une matière vivante. Et puis pendant tout un temps, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup partagé. Puis après, j'ai vécu des trucs qui ont fait que moi, tu vois, j'avais moins envie, machin. Enfin, en fait, j'ai un peu fait des allers-retours par rapport à Instagram. Il y a eu des moments où je savais plus, je voulais plus du tout parce que je me sentais mal d'aller sur Instagram. Donc je me disais, vas-y, arrête d'aller sur Instagram. Donc du coup, arrête de poster. Enfin voilà, tu vas se trouver cette espèce. Et là, je crois que j'ai trouvé un équilibre en fait parce qu'aujourd'hui, je propose ce spectacle. C'est un rendez-vous en vrai au théâtre et c'est trop bien. J'adore être avec les gens en fait dans la même salle, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces vidéos là que je fais. Vraiment, je me laisse complètement traverser par des idées comme ça. Je me dis, tu pourrais faire ça. Si, mais rien n'est prévu, tu vois. J'ai pas fait une... je sais plus comment on appelle ça, rétro-planning, c'est dans les maisons de disques. En fait, quand j'ai une idée, je le fais. Et puis voilà, là, tu vois, j'ai pas... Enfin, si, j'ai une nouvelle idée, mais beaucoup moins originale. Enfin, je me dis juste, ce serait cool que je me mette en bord de scène et que... Comme une petite interview, parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas d'attaché de presse. Il n'y a pas eu de journaliste, presse ou radio, machin. Et du coup, je me fais en fait ma propre promo, quoi. Mais dans ce truc de, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est cool. Donc là, mais tu vois, je continue. C'est horrible, hein. Genre, je me dis, putain, j'ai pas assez de followers. Alors qu'en fait, j'ai pas beaucoup de followers, mais en fait... Je me dis, mais si t'avais 10 000 followers et que tu commençais à recevoir des messages de gens, tu sais, qui sont là, mais en fait, qui n'ont pas spécialement envie d'être là. Il y a beaucoup ça sur Instagram. Quand tu commences à être beaucoup suivi, quand t'as 50 000, 100 000, 200 000 personnes qui te suivent, parfois tu te fais agresser, quoi, parce qu'en fait, les 200 000 personnes sont là, mais il y en a, elles savent pas trop pourquoi elles sont là, il y en a, elles sont un peu désagréables. Et en fait, je me dis, mais moi qui suis tellement sensible, si d'un coup j'avais... tellement de gens, parce que déjà avec Éléphant, je me souviens sur YouTube, je me faisais insulter, tu vois, parce que je portais un short court, on me disait, putain, elle, vraiment, tu vois, elle sait rien faire à part son cul, enfin, des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai une très jolie communauté, tu vois, c'est très beau, j'essaye d'envoyer de l'amour, j'en reçois beaucoup, c'est doux, c'est pas intense, je reçois pas 150 messages par jour. Voilà, pour l'instant, c'est ça. En fait, comme tu dis, c'est pas le nombre de followers qui compte, c'est aussi l'engagement de ta communauté.
Bah, ce qui est fou, c'est que en fait, les gens qui sortent du spectacle, ceux qui aiment le spectacle, en tout cas, ils en parlent d'une façon magnifique. Et en fait, ça fait boule de neige parce que la salle, elle est remplie et que, comme je te disais, j'ai pas d'attaché de presse, j'ai pas fait une télé ou un truc. Et voilà, c'est doux. Les gens qui sont là, j'ai l'impression qu'ils sont heureux d'être là. Je dis pas du tout que c'est que grâce à Instagram que la salle est remplie, mais quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais j'ai vu une story de machin et c'est assez joli quoi comme ça Instagram comme ça c'est assez joli. Et est-ce que tu as eu des opportunités, des connaissances et tout via les réseaux sociaux? Mais complètement. Puis en plus moi je suis le genre de personne à pas du tout hésiter à contacter les gens qui m'inspirent, que j'aime, donc du coup bien sûr, enfin le nombre de gens que j'ai rencontrés grâce à Instagram, c'est incroyable. Et il y a des vraies rencontres. Tu vois, je pense à une photographe qui s'appelle Sophie Ebrard, que j'ai contactée sur Instagram parce que je suis tombée sur sa page et machin. Et en fait, elle racontait une histoire qu'elle avait vécue en tant que photographe avec un bébé. Enfin, elle venait d'avoir un bébé. Et ça m'a inspiré un film, tu vois. Donc j'ai écrit un film et Sophie, on s'est rencontrés. Elle habite à Amsterdam, mais on s'est rencontrés. Et c'est une vraie histoire, quoi. Et c'est grâce à Instagram. Enfin, donc c'est vraiment super. Franchement, on a une chance folle de pouvoir entrer en contact avec qui on veut. Alors, je dis pas que tout le monde répond, bien sûr, mais tu vois, j'écris à des gens qui me répondent pas, mais je me dis c'est pas grave. Au pire, ils me répondent pas. C'est tout. Ça va. Il y aura pas plus. Je vais pas être, enfin, tu vois, je vais pas être humiliée sur la place publique parce que je vais envoyer un message à telle personne. Enfin, c'est pas grave. Donc du coup, moi, je me laisse vachement traverser par mes intuitions. Quand j'ai une idée, je vais toujours au bout. Enfin, j'essaye en tout cas. Et du coup, tu vois, je contacte quelqu'un, je dis putain, j'ai pensé à toi pour ça, machin. Là, je suis en train de créer une série avec un comédien et on n'était pas, enfin, tu vois, grâce au réseau, enfin voilà. Et non, ça peut être vraiment hyper enrichissant, quoi. Je trouve que vraiment le côté hyper positif des réseaux, c'est de pouvoir entrer en contact avec les gens comme ça. C'est ouf. Moi, je trouve ça dingue. Tu vois, parfois, je vois le film de quelqu'un, Monia Chokri, par exemple. Tu vois, j'ai vu son film, j'ai fait une story. La meuf, elle m'envoie un message pour me remercier. Enfin, rien que ça, déjà, tu vois, être au contact de l'énergie, en fait, de quelqu'un qui crée et qui m'inspire. Je trouve ça fou. En fait, il y a un vrai... Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça et je crois vachement aux énergies, tu vois. Et donc, tout peut se faire, pas forcément en direct, mais Instagram, c'est aussi un canal, quoi. Immense, complètement mondial. Enfin, tu vois, c'est fou. On est relié au monde entier avec Instagram. Bah, puis je pense que, comme tu dis, c'est important aussi de communiquer, de pouvoir soutenir des projets, la créativité, parce que justement, bah, comme tu disais, c'est pas évident Non. Donc du coup, quand t'as des premiers retours, des gens qui disent c'est bien, du coup, bah ça c'est moteur, quoi. Ouais, c'est super beau. Ouais. Et du coup, tu parlais de films, de séries. Parle-nous un peu de tes... Ah bon, il y a quand même Meilleure Vie que... Ouais. Moi, j'adorerais avoir en livre. Ouais, d'accord. Voilà. Je fais ma commande. Ouais. C'est une super idée, hein. Franchement, je vais y réfléchir. Mais en plus, enfin, ça fait longtemps que je pense à ça. Je me souviens, il y avait une éditrice qui m'avait dit un jour, je suis sûre que t'as des trucs à dire. Enfin, faut que t'écrives et tout. C'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de l'incarner, tu vois, et du coup, ben, pour le coup, Meilleure Vie, il y a une partie du spectacle que je voudrais adapter dans un long métrage. Enfin, je voudrais écrire un long métrage, l'histoire d'une jeune femme qui part, un voyage initiatique, quoi. Et il y aurait un morceau du spectacle dans le film, tu vois. Donc ça, c'est une grosse idée que j'ai. Maintenant, faut que je crée, quoi. Faut que j'écrive et tout. Et puis, ouais, une série, et puis une autre série. Mais tu parlais dans le spectacle d'ailleurs que t'es tout le temps en ébullition et tout, et que pour toi, le plus dur finalement quand t'as été enceinte et que t'as eu big up d'ailleurs pour ce moment où j'ai tellement adoré ce moment. C'est à la fois effrayant et magnifique, où on t'entend crier, tu mets naissance à ton fils.
Ouais, le jour où on m'a dit, bah là, vous pouvez plus rien faire, en fait. Faut tout arrêter, quoi. Vraiment, mais tout. Mais ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et j'avais pas le choix. J'étais obligée de m'arrêter, quoi. Et puis j'étais tellement fatiguée que de toute façon, je pouvais même pas, tu vois, être avec mon ordi dans le lit et puis d'écrire, je sais pas quoi. Enfin, en fait, c'était terminé. Je devais tout arrêter. Et ça, c'est vrai que c'est une sacrée expérience, quoi. Parce que d'un coup, je pouvais plus m'identifier à ce que je connaissais de moi, c'est-à-dire la meuf qui va à droite à gauche, qui lance des projets. Non, non, non. Non, en fait, là, je me retrouvais face à moi-même avec, oui, un enfant dans le ventre et l'incapacité de bouger, Parce qu'en plus, quand t'es enceinte, enfin moi, en tout cas, quand j'étais enceinte, j'étais un peu embrumée, tu vois. Il y a un truc où t'es en train de te transformer sans t'en rendre compte. Quand tu deviens mère, tu changes d'identité, t'es en crise identitaire très forte. Ça s'appelle la matrescence et moi je l'ai vécu très fort et c'est un bouleversement quoi, total. Et c'est vrai que de se retrouver face à soi-même en se disant ok là je vais plus faire ce que j'ai l'habitude de faire, je vais plus ouais, c'était super pour moi parce que ça m'a vraiment calmée quoi. Parce que moi j'ai toujours été hyper inquiète, tu vois, à vouloir faire plein de trucs. Non mais vraiment et puis et je pense que parfois ça m'a pas aidé, ça m'a porté préjudice dans cette peur, tu vois, de pas exister, de pas jouer dans des films, de pas rencontrer des réals, de pas machin. J'étais là à droite à gauche et je me souviens, j'ai un ami quand j'étais enceinte, il m'a vu, il m'a dit putain mais j'ai l'impression que ça t'a calmé quoi. Tu vois, il y a un truc qui s'est posé en moi de ok, qu'est-ce qui se passe si je n'existe plus en tant que comédienne, artiste, machin, mais juste en tant que Lisa humaine, tu vois, juste ça. Et ouais, c'était très fondateur. Je rigolais parce que je me retrouve beaucoup en fait. C'est même pendant ton spectacle, il y a des moments où je rigolais parce que j'étais et le côté anxiété du lendemain, de ce contrôle, alors qu'en fait on maîtrise rien. Bah oui, effectivement, et c'est ça que la vie m'a appris à travers la grossesse, c'est qu'en fait, arrête de chercher à tout maîtriser. Et puis même quand je suis tombée enceinte, parce que c'était pas prévu, tu vois. Donc j'ai compris qu'en fait, si je lâchais prise sur ce que je dois faire, ce que je dois être, et c'est en lien avec le nom de ton podcast, tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux, il y a être et il y a pas faire. Parce que plusieurs fois j'ai un énergéticien que je vais voir, il me disait t'as pas besoin de faire, t'as juste à être. Et ça veut dire d'un coup en fait c'est hyper flippant pour quelqu'un comme moi. Parce que moi, je me suis toujours dit, il faut faire, tu vois, pour exister, pour créer, pour machin. Et non, en fait, essaye de juste ne rien faire. Et tu vois, j'en ai bien la preuve, c'est que donc j'ai rien fait pendant un certain temps. Après, j'ai eu mon bébé et laisse tomber le bouleversement total. Et puis, j'étais éclatée de fatigue. J'hallucinais de voir des jeunes mères qui arrivaient déjà à reprendre des activités. Moi, j'étais incapable, quoi. Je pouvais pas du tout. Et en fait, au bout d'un moment, à force de juste être, l'inspiration est revenue et tout ça. Alors je dis pas bien sûr quand tu dois payer ton loyer machin. Enfin, moi j'étais intermittente et j'ai eu la chance d'avoir un congé maternité, donc j'ai pu, tu vois, pendant un certain temps ne pas faire en fait, juste être. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on peut toujours quand même faire cet exercice-là de qu'est-ce qui se passe en fait si j'arrête de faire quoi, et si je laisse la vie m'envoyer des messages, parce qu'en fait plus tu fais, plus t'es en activité, plus t'es en mouvement, et moins tu reçois vraiment les infos de ton intuition cette petite voix dans la tête là qui te donne des idées, qui te dit ouais tu devrais faire ça, non franchement tu devrais pas faire ça. Et ça, cette voix, j'en parle dans le spectacle, on l'écoute pas, on lui laisse pas assez de place. Même dans des relations, parfois on rencontre quelqu'un et en fait on veut absolument vivre une relation, on veut absolument être en couple parce qu'on veut absolument, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va. Enfin moi en tout cas c'est ça que j'ai vécu. J'étais avec quelqu'un et je me disais je veux absolument avoir un enfant, je veux absolument et en fait c'était pas la personne avec qui c'était le mieux pour moi. Sauf que à force de trop faire et de trop vouloir, je m'en rendais pas compte et voilà. Enfin
Tu vois, moi, ça m'a beaucoup parlé quand tu disais, enfin, ce truc d'identité. Parce que ça répond à plein de trucs, aux étiquettes qu'on parlait, rassurantes pour la société. Le fait que quand tu changes, quand tu bouges, les gens, ils ont peur, ils aiment pas trop. Et il y a ce truc aussi de, déstabilisant pour les autres, mais aussi pour soi, de, comme tu disais, j'ai incarné, éléphant pendant X années et d'un coup, paf, plus rien. Et moi, c'était pareil. J'ai été journaliste musicale et puis ça s'est arrêté et puis paf, plus rien. Et à la fois, j'étais frustrée par certains trucs, un peu pareil que toi, tu vois, avec la scène. Et en même temps, j'étais à ma place. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se redéfinit? Et même là, tu vois, moi, en fait, j'apprends maintenant que c'est ok. J'avais un blog, il est plus en ligne et c'est ok. Mais j'ai un nouveau projet et qu'en fait, c'est ça la vie, comme tu dis, c'est le mouvement. Mais en plus, ce que je trouve assez fou, c'est que en fait, on croit que dans la vie, on vit des trucs, tu vois, genre on a un boulot, puis on change de boulot, et le truc s'arrête. Mais en fait, il y a rien qui s'arrête. C'est une espèce de continuité totale. C'est un chemin. Et en fait, on va vivre des trucs, on va vivre des expériences, on va avoir des activités. Et tout ça va nous construire en tant qu'humains et va faire qu'on peut se diriger vers une version la meilleure pour nous-mêmes, enfin de nous-mêmes. Mais c'est comme dans les relations. C'est-à-dire que c'est pas je vis une relation et puis ça s'arrête et puis c'est fini. Et en fait, moi, toutes les relations que j'ai vécues, elles m'ont construite et elles m'ont amenée jusque là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais absolument pas ce que je vais vivre, tu vois, dans 1, 3, 10 ans. Enfin, j'en sais rien du tout. J'arrête de me raconter de me dire c'est comme ça que ça va se passer parce qu'en fait, je sais tellement pas. En fait, on sait tellement pas que faut arrêter. Enfin, moi, j'arrête en tout cas de me projeter et tout. Et enfin, un minimum, bien sûr, surtout quand t'as un enfant. Mais ce truc de se dire c'est comme ça que ma vie va se passer. Mais en fait, enfin, c'est déprimant de se dire que c'est comme ça que la vie va se passer parce que elle peut se passer de 1 million de façons qu'on n'imagine même pas. Mais en tout cas, par rapport aux activités, je me rends compte que on est unique. Donc, de toute façon, on ne pourra pas ressembler à la personne à qui on a absolument envie de ressembler. Vaut mieux avoir envie de ressembler, je te dis, à la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, parce que meilleur... ouais. Bref, mais en tout cas, ce truc c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu que je suis là aujourd'hui et je peux décider, en fait, on peut tout changer, on peut tout transformer. Et ça, j'en suis certaine, quoi. Certaine. Et c'est génial de se dire ça, que même quand t'es dans une situation qui te paraît mais la pire situation de la Terre, ça va bouger. Qu'est-ce que t'aurais comme conseil pour ceux qui nous écoutent, justement, qui sont peut-être en crise d'identité, qui savent pas qui ils sont, ce qu'ils veulent? J'avoue que moi, sans un travail sur moi, mais c'est un peu chiant ce mot travail. Il faudrait trouver autre chose. Exploration. Ouais, en tout cas, c'est vrai que moi, je conseillerais aux gens qui se racontent, parce que faut savoir qu'on se raconte des histoires sur nous-mêmes, mais ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'on se raconte. On peut complètement décider de se raconter autre chose. Quelqu'un, par exemple, comme Frank Lobvet, je sais pas si tu as lu ses livres, moi, j'avoue que je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire qu'il propose de changer l'axe de ce qu'on se raconte, en fait, de voir le truc autrement. Après, c'est tellement pour chacun, tu vois, unique, quoi. Chaque histoire est unique, mais ouais, de lire des livres qui peuvent faire du bien, d'aller voir quelqu'un pour parler. Moi, je trouve que c'est la base. Vraiment, vraiment. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, non, pas du tout. Mais pour moi, oui. C'est-à-dire que vraiment, d'aller parler à quelqu'un, si vraiment, quand on n'a pas d'argent, je crois qu'il y a des séances qui peuvent être remboursées. On a toujours la possibilité. De toute façon, parler, ça veut dire pas forcément tout de suite aller voir un psy, c'est déjà dire ça va pas, je me sens pas bien, non. Et après, le truc, c'est de trouver en soi une sorte de foi, quoi, qui va te dire que ça va pas durer, en fait, donc que tu peux transformer. C'est un peu difficile de faire un truc général, de parler en général de ça, mais c'est vrai que moi,
quand on s'est séparés avec François, ça a été le début pour moi de ma rencontre profonde avec moi-même, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, moi j'avais l'impression de pas du tout exister sans cette étiquette de chanteuse d'éléphant, machin, et puis meuf du mec qui fait éléphant, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression que la raison pour laquelle ça avait marché, c'était grâce à lui, tu vois. J'avais vachement de mal à me dire que c'était autant grâce à moi qu'à lui. Et donc, à ce moment-là, aller voir un psy, j'avoue que, de toute façon, je pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que soit je tombais en dépression, tu vois. Donc, moi, je conseille vraiment d'aller parler à quelqu'un, de voir quelqu'un, ouais. Ça me parle ce que tu dis. J'ai un peu vécu la même chose. Du coup, tu parlais d'éléphant, ça fait un pont avec, je pense, ma dernière question sur l'esthétique, parce que moi, justement, maintenant, ça fait sens que tu me disais que tu avais déjà réalisé des films et tout ça, mais moi, je me souviens plus du titre du premier single, c'est Collective Mon Amour, ouais. où vous étiez non, c'était rien. À rien, ouais. Voilà. Dans une décapotable, ouais. Vous êtes allé à la mer. En fait, on sentait le clip fait entre guillemets avec 3 francs 6 sous. Mais putain, une esthétique de ouf malade. Et moi, c'est ça tout de suite que j'ai adoré dans votre projet. C'est, il y avait une puissance esthétique et on sentait ce truc genre, on lâche rien, on y va, on fait. C'est pas parce qu'on a pas beaucoup de moyens. Mais c'est vrai que tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi, je suis du genre à envoyer des messages et tout machin et à oser en fait. Et en fait, à l'époque, c'était déjà ce que je faisais. C'est-à-dire que en plus, moi, faut savoir que donc, Éléphant. C'était un projet musical. Moi, à la base, je voulais pas faire de musique. Donc, en fait, au sein d'Éléphant, j'étais hyper libre. J'en avais rien à foutre qu'on me dise non, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait les premières parties de Benjamin Biolay. C'est parce que je suis allée lui parler, en fait, à la fin d'un concert. J'ai une copine qui le connaissait et je lui ai dit, salut, tu vois. À l'époque, on gravait encore des CD et je lui ai donné un CD gravé avec des gommettes écrit Éléphant au feutre, quoi. Et en fait, dans le même genre, on n'avait pas de maison de disques, on n'avait rien. Et j'ai contacté Castelbajac. Tu vois, je le connaissais pas du tout. C'était sur Facebook, tu pouvais écrire à Jean-Charles de Castelbajac. Et je l'ai contacté, je lui ai dit bonjour, on voudrait faire un clip, on n'a pas d'argent, est-ce que vous pouvez nous prêter des fringues? Et en fait, il m'a répondu. Il m'a dit oui. Donc on est allé chez Castelbajac, on a chopé, tu vois, la raison pour laquelle aussi, genre dans ce clip qui est fait avec 0 argent, on a emprunté la décapotable du cousin de je sais pas qui. En fait, le truc c'est vrai que moi, si j'ai une idée, je sais que, c'est-à-dire, il y a pas moyen, on va le faire. Tu vois, même si on a 0 argent, même si machin, on va emprunter des trucs, on va faire des demandes. Alors gros conseil de life, apprends à faire des demandes. Parce que vraiment ça, quand on n'ose pas, tu sais, on se dit ah non, c'est trop gênant et tout. Au pire, on te dit non, c'est rien. Donc ça c'est un gros conseil, surtout dans la création, quoi. Et oui, c'est vrai que tu vois déjà à cette époque-là, j'avais cette espèce de culot de me dire oui, on va aller ça, on va demander ça, truc et tout. Et puis bon, faut dire que moi, mais François aussi, il avait cette espèce de passion pour le cinéma, pour les belles choses en fait. Donc c'est vrai que même si on n'avait pas de thunes, on savait qu'on voulait une scène avec un truc qui pète. Enfin tu vois, il y avait des feux d'artifice, nanana. Dans Collective Mon Amour, le clip, on s'est inspiré d'un film qui s'appelle Oslo 31 août, qui est un film sublime. Enfin, tu vois, moi, en fait, j'avais besoin aussi de me nourrir du cinéma pour le mettre dans la musique qu'on faisait, parce que c'est ma passion, le cinéma, et que du coup, tu vois. Parce que je parlais d'éléphant, mais je veux dire, même aujourd'hui, ça se retrouve beaucoup. Dans ton Instagram, t'as toujours quand même des photos, même si c'est des photos de vie, mais c'est des photos quand même qui sont quand même toujours très belles, très poétiques. Même si t'as pas peur de te montrer. Enfin, tu parlais du mini short. Oui, dans ou clip, du topless. Mais c'est trop mignon, tu sais. C'est vrai qu'à un moment, sur Instagram, j'avais parlé du fait, mais bien avant, là, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais moi, il y a 3 ans, j'avais vachement abordé ce truc de, mais
arrêtons de voir nos seins comme des objets sexuels. Enfin, ça fait partie de notre corps. On est comme ça, les femmes, on a des seins et c'est pas, c'est notre corps en fait, c'est tout. C'est pas fait pour forcément. Le premier truc, c'est pas fait pour se branler dessus, quoi. Tu vois, c'est pas à la base, c'est pas fait pour ça. À la base, c'est d'ailleurs fait pour nourrir, voilà. Mais même au-delà de ça, en fait, on a des seins, c'est comme ça fait partie de notre corps. Merde. Enfin, je me souviens, j'avais vraiment et j'avais eu une déferlante de meufs qui m'avaient dit mais merci beaucoup. Et en fait, quand j'ai joué Meilleure Vie la semaine dernière, il y a une jeune fille qui m'a attendue à la fin pour me dire qu'elle me suivait sur Instagram depuis longtemps et que grâce à ce post que j'avais fait il y a 4 ans ou même plus 5 ans, je sais plus, elle avait osé faire du topless sur la plage. Et tu vois, ça pour moi, c'est vraiment le super truc d'Instagram. C'est-à-dire que d'un coup, parce que c'est vraiment un truc d'énergie. Moi, à ce moment-là, c'était l'été, j'étais célib, j'avais envie de faire du topless et tout, puis j'avais posté ce truc comme ça, tu vois. Et tu peux pas imaginer que derrière, il y a quelqu'un qui va se dire ah ouais, trop bien. Ah vas-y, bah j'enlève mon haut de maillot de bain. Ah mais je me sens tellement plus libre comme ça, tu vois. Et c'est génial. Ouais, la force de communication, d'inspiration. Mais sauf qu'à la base, en fait, de toute façon, j'ai l'impression que plus on parle de soi, plus on va, tu vois, au cœur de ce qui nous anime et plus ça peut toucher des gens, en fait. Moi, j'ai du mal à rester en surface. Enfin, tu vois, même quand je rencontre des gens, même quand hier, j'étais à un anniversaire, enfin, j'ai pas envie de parler du temps qu'il fait, Enfin, tu vois, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler de ce que les gens ressentent, de ce qui va pas, de ce qui est difficile ou de ce qui est beau. Mais enfin, voilà, avec tout ce que ça implique d'intensité, quoi. Je dirais que je suis très intense. Non, mais en tout cas, moi, c'est pareil. J'adore. Enfin, parce que je trouve ça beau. C'est ça qui est beau dans la vie, dans les rencontres. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est une excellente excuse de parler vraiment tout de suite des sujets profonds, quoi. En parlant d'esthétique, du coup sur scène tu as une tenue. Oui, qui est en train de changer d'ailleurs. Ah, enfin, ce sera toujours des combis parce que c'est vraiment super pratique et chouette. Mais là, ouais. Tu vois, dans ce truc où moi quand j'ai une idée, machin, je vais au bout. Enfin, en fait, d'un coup, je me dis non, mais en fait, tu sais quoi que tu voulais dire quoi sur ma tenue? Bah, en fait, moi, je l'aime beaucoup. Bah, ouais. J'aime beaucoup la couleur verte. Okay. Et mais du coup, parce qu'en fait, elle me fait penser, ça, c'est des années à regarder Déco sur M6. Ouais. Ça me fait beaucoup penser du coup à la Valérie Damido et la tapisserie et à changer son intérieur. Voilà. Mais du coup, je me demandais comment t'avais choisi. Alors, en fait, j'ai choisi la combi parce que je trouve ça cool, j'aime bien. Il y a un côté à la fois chic et à la fois décontracté. Et c'est vrai, quelqu'un m'a dit ah c'est drôle en fait cette tenue parce que c'est comme si t'étais en chantier. Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que la vie est un chantier, mais pas un chantier pourri. Voilà. C'est juste que c'est tout le temps en train de bouger. Et j'aime bien, effectivement, avec la combi, ce truc de... bon, bah, de toute façon, on va aller mettre des coups de marteau à droite, à gauche, tu vois. Enfin, c'est vrai, il y a un lien avec ça. Mais là, je vais toujours être en combi, mais je sais pas, je suis en train de chercher autre chose. Une autre combi, quoi. Très bien. Enfin, d'autres combis, en fait. Je me suis dit, mais tu vois, dans ce truc de tu peux être qui tu veux, là. En plus, moi, je suis dans un vrai truc de prise de conscience. Les vêtements, enfin, ça pollue énormément la planète et je veux plus trop du tout acheter neuf et tout. Donc, bon, faut trouver d'autres façons de faire. Mais oui, en tout cas, je me suis dit, mais je suis pas obligée d'avoir un uniforme, tu vois. Et ça, c'est trop kiffant de se dire, mais en fait, tu t'habilles comme tu veux. Si t'as envie de changer de vêtements, tu changes de vêtements. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien. Et en premier lieu, je pourrais me dire, bah non, quand même. Enfin, tu vois, il faut avoir une tenue saine. C'est comme ça que ça se fait. Mais qui a dit que c'est comme ça que ça se fait? Tu vois? Personne. Bah, c'est ton spectacle. Voilà. Donc, effectivement. Bah, merci beaucoup. Est-ce que il y a un petit truc que tu veux rajouter? Bah, non, là, je crois qu'on a pas mal parlé. Je sais pas. À moins que tu aies une dernière question. Mais... Non, okay. C'était parfait, j'étais ravie de t'avoir, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis non, mais si, le truc que je peux dire, c'est venez me voir à la Nouvelle Scène, ce sera chouette de vous rencontrer, parce que j'aime bien rencontrer des gens. Ouais, vous le regretterez pas.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que les réflexions avec Lisa Bloom t'auront inspiré et fait cheminer dans ta réflexion. N'hésite surtout pas à partager ton écoute sur les réseaux sociaux ou me dire ce que tu en as pensé. Et si tu souhaites soutenir ce podcast, ce serait vraiment chouette si tu voulais me suivre sur YouTube ou mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est encore la meilleure façon de me soutenir. Donc je te remercie et je te dis à très bientôt.